Le bruit et la fureur de William Faulkner paraît en 1929. En pleine ségrégation, le récit rapporte la vie de la famille Compson, descendant d'anciens propriétaires de plantations. Héritiers de statuts prisés et de terres, ils semblent cependant maudits. Se joue en effet dans cette vieille maison pourrissante la chute de la famille, son nom entaché de scandale et terni par la honte. Mais ces malheurs sont tus. Indicibles, ils sont d'autant plus accablants et dépossèdent les personnages d'un moyen de s'en émanciper. Le refus de nommer est un motif récurrent dans les deux premières parties du texte. En effet, par les narrations éclatées de Benji et de Quentin, qui suivent le courant de leurs pensées, la lectrice subit les déviations, les limites mentales des personnages. De la même manière que les pronoms sont utilisés sans exposer la personne à qui ils font référence, dans un dialogue auquel songe Quentin, les voix s'interposent pour parler d'une faute qui aurait eu lieu ou non. Je cite: Père, j'ai commis. As-tu jamais fait cela? Non, nous ne l'avons pas fait, nous ne l'avons pas fait cela. L'avons-nous fait? Fin de la citation. C'est ici l'inceste désiré par Quentin, mais jamais actualisé, qui est sous-entendu sans jamais être nommé explicitement. Un autre procédé pour faire taire les personnages est d'empêcher l'accès aux mots pour s'exprimer. Par exemple, durant la scène où Benji agresse une fillette, les mots manquent, sont coupés pour lui permettre d'expliquer ce qu'il a vécu. Je cite: J'essayais de leur dire, et je l'ai saisie. J'essayais de dire, et elle a hurlé, et j'essayais de dire, j'essayais. Fin de la citation. Ce qui est considéré comme tabou est ainsi relégué au silence, ou sinon à l'expression d'une chose insaisissable, comme le confesse Caddy. Je cite: Parfois, la nuit, il y avait en moi quelque chose de terrible. Je pouvais voir cette chose grimacer, je pouvais la voir grimacer à travers eux, à travers leur visage. C'est fini maintenant et je suis malade. Fin de la citation. Ces choses inavouables participent au malheur qui accable la famille Compson. Quand elle se suicide, Benji, qui est lourdement handicapé, est perçu comme un fardeau ou un châtiment en lui-même, et Caddy se considère morte depuis qu'elle a perdu sa virginité. La mère, Caroline, interprète les malheurs de ses enfants comme autant de châtiments qui la mettent à l'épreuve. Dans une longue plainte, elle déclare à son mari, je cite: Je vois maintenant qu'il me faut payer pour vos péchés aussi bien que pour les miens. Qu'avez-vous donc commis? Quel péché votre riche et puissante famille a-t-elle donc déversé sur ma tête? Fin de la citation. La faute apparaît sous le signe de l'héritage. Elle précède les personnages, les condamne. Il semble en effet que le lien filial est pourri, au même titre que la vieille maison qui leur sert de demeure. Quentin, songeant à ses ancêtres, conclut tragiquement: Nous fûmes tous empoisonnés. Et lorsque Caddy exprime sa culpabilité, il réfute et questionne, je cite: Une malédiction pèse sur nous, ce n'est pas de notre faute, est-ce que c'est notre faute? Fin de la citation. Les malheurs prennent alors une dimension grandiose. Parce que la cause les précède, il semble que les châtiments proviennent d'une force extérieure, les lois du monde ou la volonté divine. Le texte cultive un univers de superstition introduit par la famille noire au service des Compson, seule capable d'interpréter les signes du malheur sur cette maison. À la fin du récit, Dilsey, qui a été au service de la famille Compson durant des années, déclare dans une phrase prophétique, je cite: J'ai vu le premier et le dernier. Ne t'inquiète pas de moi, j'ai vu le commencement et maintenant je vois la fin. Fin de la citation. Elle répétera la même formule en annonçant que Jason ne viendra pas déjeuner, pressentant qu'il sera retenu. Régime de connaissances surnaturelles, on attribue également à Benji le pouvoir de sentir les choses qui s'ignorent. Roscus commente à son sujet, je cite: Il sait bien plus qu'on ne se figure. Il savait que leur dernier jour était venu, tout comme ce chien le savait. S'il pouvait parler, il vous dirait quand son jour viendra, et le vôtre et le mien. Fin de la citation. Cette capacité à sentir les malheurs semble le rendre plus proche de ceux-ci, plus près de son expression, mais dénué de la parole, ses capacités d'expression sont réduites aux cris et aux gémissements. Je cite: Et Ben se remit à gémir, longuement, désespérément. Ce n'était rien,
Juste un son, on aurait pu croire aussi que c'était tout le temps, toute l'injustice, par une conjonction de planètes. Fin de la citation. L'impuissance face à la grandeur des malheurs subis laisse alors place qu'à une forme d'expression primale, elle aussi au-delà ou en deçà de la compréhension humaine. Mais la parole a-t-elle même sa place à l'intérieur du récit? Et changerait-elle quelque chose? Caddy demande: crois-tu que si je le dis, ça n'existera plus? Les personnages sont prisonniers de leur malheur indicible.